Pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de retrouver sur ce plateau Samantha Bendern. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Colonel Michel Goya, bien évidemment, merci également d'être avec nous. Bonjour, consultant militaire LCI, bonjour à vous. Guillaume Roquette, ravi également de vous retrouver, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bonjour et bienvenue Benoît Grémard. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du nucléaire militaire. Le grand dossier, c'est nucléaire. Trump relance la guerre froide. C'est parti. Et d'abord, est-ce que la position ces dernières heures, la nuit dernière de Donald Trump, a un caractère historique ? Oui, visiblement dans l'idée où la fin d'un moratoire inclut aussi un cadre juridique assez particulier, c'est-à-dire que ça peut être à ce moment-là la porte ouverte à ceux qui ont un armement nucléaire de pouvoir effectuer en fait des essais, je dirais de manière, on va dire, un peu plus, si ce n'est légal, du moins assumé vis-à-vis de la position internationale. La Corée du Nord a fait des essais de 2006 à 2017 et maintenant elle teste essentiellement ses vecteurs. Et on va revenir au message très clairement envoyé à Poutine dans quelques instants. Bien évidemment, on ne va pas passer à côté, mais certains craignent que cela pousse malgré tout les Chinois à parler d'essais également de leur côté. Je voudrais vous laisser entendre la seule réaction chinoise à notre connaissance ces dernières heures par la voix du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine espère que les États-Unis respecteront sérieusement les obligations du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et l'engagement à interdire les essais nucléaires et qu'ils prendront des mesures concrètes pour préserver le système mondial de désarmement et de non-prolifération nucléaire et pour préserver l'équilibre et la stabilité stratégique mondiaux. Spécialiste du nucléaire militaire que vous êtes, oui, il y a toute raison maintenant de s'inquiéter d'une escalade à la suite de ces déclarations, du côté chinois notamment. En reprenant en fait les mots du porte-parole chinois, il faudrait d'abord que les États-Unis respectent le traité d'interdiction complète des essais, ce que le Sénat américain n'a jamais ratifié, et ce depuis sa signature en 1996. Donc nous sommes effectivement en présence d'une situation où Trump agit et réagit conformément en fait à ce que fait Vladimir Poutine au niveau, je dirais, des tests qu'il fait lui-même, c'est-à-dire des missiles de croisière qui échapperaient en fait au radar, mais également des drones sous-marins qui seraient capables de provoquer des tsunamis. Et c'est ce manque finalement de tests techniques, puisque il faut reprendre aussi le pied de la lettre de ce que dit Donald Trump. Il parle de tests d'armes nucléaires, mais dans les tests, vous pouvez avoir les vecteurs ou les charges. Et ça, c'est complètement différent en fonction en fait de ce qu'on veut faire. Jusque-là, Vladimir Poutine teste les vecteurs. Et peut-être que c'est dans cette direction finalement qu'il faut voir, qu'il faut analyser les déclarations américaines. Je partage tout à fait cette analyse. Je pense que ce sont des effets d'annonce qui évidemment permettent de nourrir la machine à faire peur et que malheureusement tout le monde tombe un peu dans le piège parce que ce n'est qu'une machine à faire peur. Puisqu'effectivement, aussi bien le missile que la torpille à propulsion nucléaire sont des engins dont on peut douter de l'utilité et de l'efficacité. Efficacité parce que c'est certainement très très loin d'être au point. D'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même disait il y a encore beaucoup de travail. Et puis l'utilité, à quoi ça peut servir d'avoir une torpille à propulsion nucléaire quand on sait que les Russes possédaient, en tout cas ils possédaient, maintenant ils en possèdent peut-être encore, des torpilles à charge nucléaire dont le but évidemment est de pouvoir détruire des sous-marins nucléaires d'attaque, sous-marins lanceurs d'engins avec beaucoup plus d'efficacité. Mais tout ça c'est de la gesticulation et en fait si vous voulez on est dans une espèce de débat. Dans le nucléaire, vous savez, vous avez la dissuasion du faible au fort, celle qu'a choisie la France. Vous avez celle du fort au fort, les États-Unis et l'ex-URSS ou la Russie. Et puis vous avez la dissuasion du fort ou du faible au fou. Alors est-ce que Poutine est fou? Est-ce qu'il n'est pas fou? Voilà, c'est ça les questions qu'il faut se poser. En fait, pour l'instant, il s'amuse un peu avec nos craintes, avec nos angoisses et avec nos populations. Autre spécialiste sur ce plateau, Benoît Grémard, spécialiste du nucléaire militaire. Vous êtes d'accord avec ça? Je viendrai vers vous juste Oui, après, dans l'idée où là, en fait, on a, je dirais, deux pensées en fait qui s'entrecroisent. À la fois, et d'une part, c'est l'épée et le bouclier. Dans l'idée où vous avez en fait des missiles, qu'est-ce que vous faites en fait comme défense? Donc un bouclier antimissile. Et là, l'avancée technologique de l'un permet de prendre le pas sur l'autre. Et vous avez aussi le dilemme de sécurité où quand vous avez deux pays qui sont plus ou moins en fait en concurrence et en affrontement, l'un commence en fait à hausser son arsenal et ses capacités technologiques, l'autre le voit comme une agression et enchaîne aussi à ce moment-là à sa poursuite. Et donc vient le mot escalade.
à l'esprit de tous. Et je voudrais juste vous soumettre quelques mots de Dmitri Peskov à nouveau pour vous faire réagir. Il dit ceci: les États-Unis sont un pays souverain qui a le droit de prendre ses propres décisions, mais je tiens à rappeler la déclaration du président Poutine: si quelqu'un viole le moratoire, la Russie agira en conséquence. On sait très bien qu'on est dans une guerre aussi psychologique, une guerre de communication, mais à chaque fois on ne peut quand même qu'interroger les faits derrière les mots. Michel Polaco, vous nous écoutez à distance, mais je ne vous ai pas oublié, vous voyez. Comment vous réagissez? Comment vous le regardez? Écoutez, je suis globalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je dirais deux choses. La première, c'est que Donald Trump n'a en aucune manière possibilité et intérêt à effectuer de véritables essais nucléaires comme on le faisait de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec des vraies armes, sur des champs de tir, avec des armes a priori enterrées, et évidemment pas des essais aériens, puisque je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça n'est plus faisable. Donc aucun intérêt, puisque les Américains maîtrisent, comme les Français, la simulation des essais nucléaires, et à partir du moment où on est capable de simuler l'efficacité des armes, on n'a absolument en aucune manière intérêt à relancer un système qui est à la fois très coûteux, très complexe et très impopulaire. La deuxième chose, il y a des règles de base avec le nucléaire et avec la dissuasion, c'est que ça ne sert absolument à rien d'avoir des dizaines de milliers d'armes nucléaires comme c'était le cas autrefois. Les Russes en avaient jusqu'à 30 000. Aujourd'hui, avec 5 000 armes aux États-Unis et 5 000 en Russie, en gros, on sait que ce n'est pas tout à fait ça, on peut tuer 10 fois plus ou 100 fois plus de monde qu'il n'y en a en face. Donc ça ne sert à rien de multiplier les armes. Il faut les rendre plus efficaces. Donc ce ne sont pas les têtes nucléaires qui ont besoin d'être plus efficaces, même si on les fait évoluer grâce à des essais, mais on les fait évoluer et surtout on s'assure de leur poursuite d'efficacité. Ce qui est intéressant, c'est les vecteurs. Or, des vecteurs, il y en a des quantités, et les plus efficaces, ce sont quand même les vecteurs balistiques. Et donc, je crois qu'il faut cesser d'être terrorisé par le discours de M. Poutine. Et je dirais que les réponses de M. Trump donnent l'impression qu'il entre dans ce jeu, alors qu'en fait, ce n'est qu'un jeu. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas désinventer la dissuasion nucléaire. Elle est là, et elle est là définitivement. Alors, je vous voyais, Benoît Grémard, réagir en plateau, d'Audeline de la tête. Je n'ai pas su analyser franchement la réaction. Oui, dans l'idée où à quoi sert un essai nucléaire? Jusqu'alors, en fait, on dit qu'en fait un essai nucléaire sert à tester de nouvelles ogives, de nouveaux armements, etc. Mais vous avez aussi la question de la maintenance, c'est-à-dire le test du matériel déjà existant. Il faut savoir, par exemple, que le tritium qui est dans les têtes nucléaires, dans les ogives, a une durée de vie de 12 ans. Et si vous voulez, on peut considérer la durée de vie d'un armement de 20 ans. Ce qui veut dire que si on reproduit des stocks, la reproduction d'une arme ne garantit pas forcément les mêmes performances à terme, surtout plus le temps passant. Et la reprise d'essais nucléaires, donc du test en fait des ogives nouvellement créées via la simulation des différents pays, pourrait peut-être permettre justement de tester si les calculs sont bons, si les matériaux sont à jour et si effectivement ce qu'on produit en série fonctionne. Alors, dans cette escalade ou non, et chacun continuera de se faire son opinion, je vais vous mettre sur la table une question qui est faite pour remuer un peu. Parce que certains, ici, par exemple, dans la discussion en amont de l'émission, se sont dit, mais à la France, à la table du nucléaire mondial, il y a la France. La France va-t-elle rentrer dans cette escalade? La France va-t-elle réagir et se demander si elle pourrait tester, si elle pourrait à nouveau faire, elle aussi, des essais nucléaires, juste pour regarder dans le rétro, pour bien comprendre de quoi on parle à l'échelle de notre pays. En 96, c'était en 96, la France procédait à son 6e et dernier tir d'essai nucléaire dans l'atoll de Fangatouffa, c'était dans le Pacifique, au sud de Mururoa, un tir d'une puissance de 120 mégatonnes, le plus puissant de la série, et donc, comment ? Kilotonnes. Erreur de ma part, merci de m'avoir corrigé. Le plus puissant de la série est certainement le dernier. Imaginez-vous un instant que la France puisse réfléchir à la reprise d'essais. Et je sais que le temps a passé, quand on parle d'essais, on ne parlerait plus forcément d'un Mururoa aujourd'hui. Mais tout de même. Non mais ce dernier test nucléaire qui a été fait en 95 l'a été justement parce qu'il manquait un tir de qualification de nos outils de simulation. Donc on peut considérer que c'était effectivement le dernier pour passer à la simulation. Mitterrand avait décidé de l'arrêt des essais, il avait mis en place les programmes de simulation et Jacques Chirac a pensé, et dans un moment polémique qui a été difficile d'ailleurs sur la scène internationale, qu'il fallait finaliser pour
que cet outil de simulation soit effectivement correctement étalonné, comme lui conseillaient les scientifiques. Donc voilà. Et après, vous évoquiez le New Start, tout ça n'est pas fini. On a quand même, Poutine avait fait des déclarations disant qu'il souhaiterait rentrer dans une discussion pour un an, etc. Voilà. Donc quand même, l'idée c'est de revenir dans des cadres qui permettent de rationaliser le débat nucléaire. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, du côté de la France, il y a une politique rationnelle qui a été conduite de manière continue par toute une série de présidents de la République et de gouvernements successifs qui font qu'on peut se réjouir que notre pays a d'abord des forces de dissuasion qui sont les plus modernes aujourd'hui au monde et opérationnelles, qu'elle a prévu la succession vers de nouvelles armes. Elle a testé en 2024 son M51-3 qui va équiper les nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, la SN4G qui équipera le Rafale. Donc voilà, nous, on est dans une logique, on l'a toujours dit, la dissuasion pour la France, c'est la garantie de sa survie et c'est la garantie de sa sanctuarisation. Alors effectivement, puisque vous l'avez cité pour la compréhension de nos téléspectateurs, la France n'est pas inerte sur la question du nucléaire ces dernières heures même, puisque l'armée française annonce la mise en service de la nouvelle version de ses missiles de dissuasion nucléaire et aussi la commande d'un nouveau radar capable de détecter des objets en orbite basse. Sur la question de cette nouvelle version de son missile stratégique intercontinental, le M51.3 pour être précise, voilà de quoi nous parlons, portée de 10 000 km, le lancé par un sous-marin et qui peut potentiellement être équipé de nouvelles têtes nucléaires. Étape majeure pour bien comprendre, étape majeure dans la modernisation de la composante nucléaire de la dissuasion française ou pas? Étape successive, puisque vous êtes sur un M51.3, donc la troisième version du M51 qui a été mis en place notamment en 2010, qui fait justement que la France, par ses essais, par son armée, par son CEA, par toutes les applications civilo-militaires qui contribuent à la dissuasion nucléaire, à la maintenir à un niveau technologique comparable aux autres, fait qu'elle rend crédible justement la dissuasion nucléaire française. Je vous remercie vraiment tous d'avoir participé à ce grand dossier. Merci d'avoir accepté notre invitation, Michel Polaco. À distance, je ne vous oublie pas. Merci à vous aussi.